Je voulais d'abord vous dire que je vous suis très reconnaissant pour l'honneur et l'amitié que vous me faites en m'invitant à venir parler ici et participer à ce séminaire tout à fait amical et intime. Je voudrais aussi dire combien je regrette de ne pas pouvoir parler en italien. Il va de soi qu'il est impossible de ne pas avoir beaucoup d'admiration pour la culture italienne en général et celle de Naples en particulier. Et donc je regrette particulièrement puisque j'ai le plaisir d'être à Naples, j'aurais beaucoup mieux aimé de pouvoir m'exprimer en italien. Je voudrais dire aussi que l'introduction et les mots flatteurs qui ont été prononcés rend évidemment mon exposé ou l'introduction plus difficile parce que je crains que vous n'attendiez trop de moi. Je voulais dire tout de suite que, au fond, quand je vois mes travaux après beaucoup d'années, il me semble que je n'ai fait que suivre des tendances de notre temps. Je n'ai fait que enregistrer l'évolution dans laquelle la science a évolué. Et je crois que tout effort individuel n'a aujourd'hui de sens que s'il est au fond conduit à l'intérieur d'un grand courant de pensée. Et en somme, il me semble qu'il y a eu un grand changement dans l'attitude à l'égard de certains problèmes et tout particulièrement à l'égard du temps au cours des 20 ou 30 dernières années au cours desquelles, au fond, mon activité s'est étendue. Et je suis moi-même le plus surpris par cette évolution. Évidemment, parler d'une évolution dans laquelle nous sommes impliqués nous-mêmes, dire quelles sont les caractéristiques de la science à la fin de ce siècle est toujours un peu quelque chose d'un peu hasardeux, d'un peu une extrapolation. Peut-être que nos successeurs verront autrement les événements qui se sont des intellectuels qui se déroulent aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de donner une certaine interprétation et une certaine généralisation à ces événements et d'essayer de voir quels sont les fils conducteurs, quelles sont vraiment les choses nouvelles qui apparaissent. Et il me semble que justement c'est peut-être la redécouverte du temps qui est l'élément caractéristique de beaucoup d'activités scientifiques, qu'ils aillent des particules élémentaires à la cosmologie. Et ce qui est si intéressant, c'est que chaque fois, cela a été une surprise. Chaque fois, cette évolution s'est faite contre le désir des fondateurs. Et c'est ça qui me semble montrer qu'il ne s'agit pas d'idées préconçues, mais de quelque chose qui nous a été imposé par l'évolution expérimentale et aussi, bien entendu, théorique de notre temps. Ainsi, les exemples que j'aime bien donner, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique apparaissait d'abord comme une mécanique classique, un peu modifiée par la présence d'une nouvelle constante, la constante de Planck. Mais l'esprit était à peu près le même que celui de la mécanique classique. Or, aujourd'hui, nous voyons que c'est très différent. Et en particulier, les parties les plus intéressantes de la mécanique quantique s'occupent de particules élémentaires, de leur transformation, de la stabilité, c'est-à-dire de certains aspects temporels. Et évidemment, c'est encore plus clair dans le cas de la relativité, qui a été conçue par Einstein comme une géométrie d'espace-temps, pour devenir aujourd'hui une cosmologie, spécialement des premiers états de l'univers.
Donc, un peu partout, le temps s'est introduit dans le domaine de la science. Et en s'introduisant d'abord dans le microscopique et le macroscopique, le cosmologique, déjà des éléments très neufs, très différents ont apparu. Mais je crois que ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est l'apparition de ces éléments dans la matière autour de nous. Je crois que ce qui est si curieux, c'est qu'il ne faut plus aller nécessairement aux particules élémentaires ou à la cosmologie pour voir la matière redevenir très intéressante. Si on avait posé la question aux physiciens, il y a 20 ans à peu près, qu'est-ce que nous connaissons de l'univers et qu'est-ce que nous ne connaissons pas de l'univers, beaucoup auraient répondu, nous connaissons de l'univers à peu près tout ce qui s'étend entre le microscopique, les particules élémentaires et la cosmologie. Les grandes lois, là, sont claires. Ce n'est qu'aux frontières qu'il y a encore quelques questions qui semblent sujets à caution. Eh bien, ce qui me paraît le plus caractéristique de notre temps, c'est qu'il y a une révolution dans les domaines qui paraissaient déjà acquis, qui paraissaient classiques. Et je veux dire la mécanique classique et la chimie classique. Ces deux domaines sont en train de changer complètement. Et on voit cela dans les livres, on voit cela par le nombre de colloques, de réunions qui ont lieu sur les sujets qui semblaient être des sujets presque morts, qui semblaient des sujets codifiés et qui reprennent vie d'une certaine manière. Et je voudrais expliquer cela peut-être brièvement, avant plutôt de laisser la place à une discussion, puisque je ne voudrais pas faire une vraie grande conférence, je voudrais plutôt ouvrir au fond une certaine discussion. Eh bien, si vous lisez les ouvrages de mécanique classique, comme Goldstein, qui est l'ouvrage de référence pour les jeunes Américains depuis quelques générations, ou les ouvrages correspondants français, vous aviez l'impression que la mécanique classique était terminée. Elle se terminait avec des méthodes appelées méthodes Hamilton-Jacobi, peu importe le détail, mais essentiellement, il semblait qu'on avait épuisé l'élan qui avait été donné par Newton, continué par Lagrange, Hamilton, Jacobi. Or, aujourd'hui, la situation est entièrement différente. Un ouvrage qui est apparu récemment, il y a quelques années, d'un grand mathématicien soviétique, Arnold, dit au début que les mathématiques modernes ne sont pas encore assez avancées pour traiter les problèmes à 2 degrés de liberté. 2 degrés de liberté. Donc, 2 degrés de liberté, c'est vraiment les problèmes les plus simples. 1 degré de liberté, c'est trivial. Là, on peut tout de suite intégrer, il n'y a pas de problème. Mais 2 degrés de liberté donnent déjà un nombre considérable de situations inattendues. Et à l'intérieur même déjà de 2 degrés de liberté, vous pouvez trouver déjà un élément absolument inattendu. Et c'est l'apparition de phénomènes je dirais, de randomness, du caractère aléatoire, à l'intérieur même de ce qui paraît être nécessairement le domaine du déterminisme et de la prévision absolue. En d'autres termes, il semblait que la mécanique classique était l'exemple même d'une science qui, une fois qu'on se donnait les conditions initiales, pouvait prédire ce qui allait se passer pour des temps futurs aussi lointains, de même que vous pouviez calculer ce qui s'est passé il y a très longtemps. Or, l'analyse plus détaillée à laquelle on peut se livrer aujourd'hui montre que cela n'est pas possible parce qu'il s'introduit des phénomènes comme l'instabilité, l'apparition du chaos, les attracteurs étranges, toute une série de nouvelles notions introduites par Kolmogorov, le grand mathématicien soviétique, qui rendent la prévision déterministe
je dirais, illusoire. Vous pouvez seulement prédire ce qui va se passer en moyenne, mais vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer exactement parce que la notion de condition initiale échappe à l'expérience. C'est-à-dire que la condition initiale qui était au fond acceptée comme quelque chose qui va de soi dans la mécanique classique est en réalité une idéalisation. Et si nous abandonnons cette idéalisation, nous ne pouvons plus prédire que ce qui va se passer en moyenne. Et la même chose est vraie en chimie. Il y a vraiment une nouvelle chimie qui est en train de naître. La chimie classique était basée de nouveau sur les équations très simples, des équations évolutives, des équations différentielles, qui permettaient, semblait-il, de prévoir ce qui allait se passer avec certitude en résolvant ces équations. Eh bien, aujourd'hui, en étudiant de nouveau d'une manière plus stochastique, plus approfondie, ce qui se passe, on voit que de nouveau, on ne peut prévoir que des moyennes. On peut seulement calculer des événements statistiques. Et il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a des événements, par exemple, des phénomènes aussi simples que la combustion, un phénomène très simple chimique. Eh bien, on ne peut pas savoir quelle sera la vitesse avec laquelle telle et telle molécule va se décomposer. On peut, par exemple, calculer seulement 2 temps, mais on ne sait pas si c'est un des temps sera le temps réalisé ou l'autre temps sera réalisé. Eh bien, je pense que c'est peut-être ces caractéristiques qui sont les plus remarquables. Parce que, au fond, si nous voyons l'histoire de l'aléatoire dans la science moderne, vous voyez l'aléatoire apparaître avec l'entropie, et puis l'aléatoire en mécanique quantique. Mais l'aléatoire en mécanique quantique semblait simplement s'imposer au niveau microscopique. Donc on pouvait dire l'aléatoire en mécanique quantique, très bien, mais nous sommes des êtres lourds, formés de beaucoup de particules, donc à notre échelle, l'aléatoire ne joue pas. Eh bien, les dernières découvertes en hydrodynamique, en mécanique, en chimie, montrent que même dans ce domaine, c'est l'aléatoire qui est la description naturelle, au fond, des phénomènes complexes dans lesquels nous vivons. Au fond, la distinction entre phénomènes simples et phénomènes complexes est devenue plus difficile. Les phénomènes les plus simples, les phénomènes qui étaient réputés les plus simples, ont acquis des caractères complexes, comme la statistique, comme les aspects de modélisation mathématique complexe qui s'y attachent, qui les rendent plus proches des phénomènes réputés complexes étudiés dans les sciences sociales, par exemple. Et cela permet un certain transfert de techniques mathématiques d'un domaine à l'autre qui n'existait pas avant. Je voudrais, pour terminer, dire ceci. C'est qu'au fond, vous voyez, dans une certaine mesure, ce conflit entre loi éternelle et description temporelle apparaître à plusieurs moments dans l'histoire du XXe siècle. À un certain moment, on disait, nous avons le proton et les électrons. C'est le niveau fondamental, c'est le niveau statique auquel nous pouvons ramener la nature. Mais après, on a découvert toutes les particules instables et on a vu que ce n'était pas aussi simple. Vous avez d'autres moments. La relativité. On pensait qu'il y avait là comme une description fondamentale des choses. Aujourd'hui, on ne peut penser la relativité que comme une approximation. Dans le domaine de la pensée humaine, le structuralisme semblait aussi nous donner une description statique, au fond, de l'histoire du monde et des relations entre l'homme et l'homme. En biologie, la découverte des molécules biologiques, le DNA, semblait, au fond, être un peu comme le structuralisme, nous avoir donné l'atome
la molécule, la particule élémentaire de la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas du tout la réponse définitive, puisqu'il nous faut comprendre comment se crée dans l'état vivant tant de ces molécules. Donc, au fond, chaque fois, il y avait l'espoir d'arriver à une espèce de connaissance définitive de niveau fondamental statique de la science, et chaque fois, cet espoir a été, à mon avis du moins, a été déçu. Mais ce qui est très curieux, c'est que chaque fois que cet espoir a été déçu, chaque fois qu'une rationalité supposée déjà acquise ne s'est pas vérifiée et qu'il a fallu dépasser la rationalité déjà acquise, cela n'a pas été la fin, ça a été le début de nouvelles méthodes, le début de nouveaux développements théoriques, mathématiques et je dirais même presque philosophiques. Donc au fond, au lieu d'être à la fin d'une rationalité, c'était chaque fois le début de nouvelles méthodes. Et si on analyse peut-être les raisons de cela, comment se fait-il qu'on soit à la fin de quelque chose et dès lors aussi au début d'autre chose? On voit qu'un des leitmotifs de ce siècle, c'est au fond la meilleure compréhension des limites de notre action dans la nature. Le fait que nous ne décrivons pas la nature de l'extérieur, mais du point de vue de celui qui décrit les choses dans lesquelles il est impliqué lui-même. Et vous voyez de nouveau, là, un élément commun avec les sciences sociales, les sciences humaines. Depuis longtemps, on dit dans les sciences humaines et les sciences sociales que c'est la différence avec la physique et la chimie. Et chose curieuse, c'est que maintenant, en chimie et en physique, nous voyons que là aussi, nous devons tenir compte des contingences qui nous sont en quelque manière imposées par notre vision interne de la nature. Parce que d'une certaine manière, on peut dire que la reconnaissance de la vitesse de la lumière, la reconnaissance de la constante H, la reconnaissance du second principe, ce sont tous des reconnaissances des limites de notre action sur la nature. Mais de nouveau, au lieu du fait que ces limites constituent des limites au progrès scientifique, curieusement, chaque fois qu'on reconnaît ces limites, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Au fond, nous comprenons aujourd'hui qu'il est pratiquement impossible d'avoir une machine à calculer qui nous permette de prévoir le temps qu'il va faire demain. Parce que le temps, la climatologie, est essentiellement une science aléatoire, avec des éléments aléatoires, et que la notion de trajectoire dynamique dans le sens classique ne s'applique pas à la climatologie. Mais en même temps, la compréhension de ces éléments ouvre la voie à la modélisation des phénomènes aléatoires à longue échelle qui ont modélé le climat et l'histoire de l'homme pendant des milliers et des milliers d'années. Donc chaque fois, la reconnaissance des limites du savoir conduit à d'autres formes de savoir, et je pense que nous sommes, dans une certaine mesure, au milieu d'une période passionnante de reconceptualisation de la physique et de la chimie. C'est ça, je pense, qui est la caractéristique de notre temps, c'est cette reconceptualisation. Mais cette reconceptualisation qui finalement se fait autour des concepts de temps et du concept de déterminisme ou d'abandon du déterminisme plus exactement, nous conduit à quelque chose que, peut-être d'une manière trop optimiste, je vois comme une nouvelle période d'unité entre la philosophie, les sciences humaines et les sciences exactes. Aussi longtemps que les sciences exactes ne voyaient dans leur idéal que des lois intemporelles et des situations intemporelles, il ne pouvait pas y avoir grand contact
possible avec les sciences humaines qui, elles, sont basées quand même essentiellement sur notre expérience fondamentale humaine qui est une expérience temporelle. Aujourd'hui, que le problème du temps fait de nouveau son apparition au fondement même de la physique et de la chimie, alors à ce moment-là, un dialogue entre sciences humaines, sciences sociales, sciences exactes devient de nouveau possible. Et il me semble que justement, la possibilité d'un dialogue comme celui que nous menons ici, entre vous qui êtes en majorité, je crois, philosophe ou spécialiste des sciences humaines, et moi qui m'intéresse simplement aux conséquences philosophiques de considérations scientifiques auxquelles j'étais amené, même souvent, contre mon désir, et certainement à ma surprise, montre bien qu'un certain dialogue est de nouveau possible entre représentants de disciplines différentes. Voilà, je crois, quelques mots que je voulais dire d'une manière générale. Merci beaucoup, William, merci beaucoup. Alors, je suis sûr che, sono sicuro che Ilia sarà molto lieto di rispondere a qualsiasi questione, chiarimento. Puisque je suis un médiéviste, Questo Cilento. et médiéviste, Médiéviste. je vais vous proposer une question. Forse si può togliere, no? Si può togliere. Si, monsieur peut parler en italien. Vous pouvez parler en italien? Oui. Mais alors, je chercherai de parler en français. Bien. No, bien. No, andiamo al peggio. Donc, j'ai trouvé un manuscrit médiéval, un moine, qui a écrit une œuvre laquelle n'est pas publiée, intitulée De Termino, en laquelle il imaginait l'univers non seulement fondé sur les 4 principes, les principes aristotéliques, mais il parlait des 4 humeurs, des 4 humoribus. Et alors, les moines de sa communauté étaient heureux de cette image de l'univers qui n'était pas celle traditionnelle. Il parlait aussi d'entropie parce que l'homme et la réalité de l'univers s'est éloigné de la perfection initiale. Et alors, les constructions de la science sont toujours nouvelles, sont toujours liées au temps où la science s'est exprimée. Successivement est venu Galileo, Newton, et apparemment il était un Empédocle qui imaginait son univers qui est semblable à la théorie de l'exploration de l'univers et de sa contraction en une nouvelle unité. Je pense que tous ces cadres entre lesquels on pose la réalité sont
imaginaire toujours. Vous avez dit debout que l'évolution de la science nous donnera dans les prochains siècles une image tout à fait diverse de celle que nous, aujourd'hui, avons de l'univers. Et alors, quelle est la foi qu'on doit avoir dans les résultats de la science, de la philosophie, ne sont pas cette théorie tout à fait provisoire, tout à fait imaginaire. Ma question est en genoux, mais aussi c'est une provocation, parce que les résultats de ma vision de l'univers, c'est tout à fait négatif. Le résultat, hein? Le résultat de la vision de l'univers qu'elle aujourd'hui se présente è immaginaire. Vuol dirlo in italiano? Sì, dico, l'immagine che noi abbiamo attraverso la costruzione della scienza è provvisoria, non ha nulla di certo. Insomma, nei tempi classici, antichi, greci, nei tempi medievali, c'erano delle immagini dell'universo che soddisfacevano alla stessa maniera di quella che soddisfa oggi. Io leggo, naturalmente faccio un altro mestiere, ma leggo molto qualche cosa di quello che si dice sulla costruzione dell'universo, sulla costituzione della materia. Mi divertivo a parlare con degli amici e colleghi. Insomma, però ci vedo sempre qualche cosa di provvisorio. So the universe of ancient classic times seemed equally satisfactory and complete as our own view of the universe. Yes. That's what credo di aver detto lei. Thank you. Yes. Should I speak English? Si prefer, Yes. interpreto io. Yes. No. If I would like to answer the following thing. La risposta è questa. That what is satisfactory or not is a very private feeling, and I don't know how to answer this aspect. What is certainly true is that we learn more and more, and one should not imagine that when I speak about the reformulation of our present days, we give up all what we learned before. For example, the work of Galileo and Newton remains the basis of mechanics even today. However, we see that some of the elements which were involved there cannot be extrapolated to the whole of the universe. In other words, our vision of the universe becomes more and more wealthy, more and more subtle. It is not that we have to be ashamed of what Galileo has learned us or Newton, but we see that other elements are there, and that we have been a little mistaken and too rapid in the extrapolation of classical mechanics, let's say, for example, to biology or to cosmology or to sociology. In other words, as long as we believed that the Newtonian explanation of the world was the basic one and the only one, the existence of life was a strange phenomenon, and the existence of men
even a more strange phenomena. Today, I would not say that we have reduced life to physics, or that we have reduced humans to biology. But to some extent, matter has become so much more complex that the presence of life in this universe is much less surprising than it was before. So in a sense, I would say that it is not a question to say that we are now in the final stage of understanding the universe. For me, we are only beginning. We are only at the starting point. We only begin to see how much more rich the world is, how much it is going beyond the simple ideas we had before. And that is what makes living today in science a very nice moment. La risposta del professor Filomeno è molto lunga, lo riassumerò un pochettino, più o meno la seguente. Lui premette dicendo che ciò che è soddisfacente è in larga misura una questione personale, un modo di sentire, quindi su questo lui non può commentare ovviamente, e chiunque è libero di sentirsi completamente insoddisfatto quando fa delle cose. Comunque, il professor Prigogine ricorda che a rigore, se non c'è ecco, così bisogna il professor Prigogine ha ricordato che oggi il nostro quadro, la nostra visione del mondo è estremamente più vasta di quella ai tempi passati. Naturalmente vi sono aspetti della fisica e della visione del mondo galileana e newtoniana che oggi sono ancora perfettamente validi, ma siamo stati probabilmente un po' troppo affrettati, diciamo, nel passato nell'estrapolare i concetti meccanicistici all'intero quadro delle realtà, alla vita, per esempio, alla biologia, all'uomo e al suo mondo specifico. Il professore conclude dicendo: oggi non direi che abbiamo ridotto completamente la vita o l'uomo alla meccanica, non accetta una posizione così puramente riduzionistica, ma senza dubbio abbiamo cominciato a comprendere l'azione di certe leggi fondamentali e abbiamo iniziato ad avere una visione del mondo che ce lo rende tanto più interessante, tanto più completo, tanto più, diciamo, profondo e affascinante rispetto alla visione precedente, quanto più progrediamo in questo sapere, in questa via della conoscenza. Non, je voulais dire quelque chose. Je pense que c'est mieux que nous parlons français, oui, puisque autrement il faut faire ce travail de traduction, traduttore e traditore, meglio per l'italiano. Alors, non, je voulais amplifier le point qu'Ilya Prigogine a touché, c'est-à-dire que, tandis qu'il y a eu un passé de révolutions scientifiques ou basées sur des découvertes expérimentales ou sur des découvertes théoriques, par exemple l'équation d'onde de Broglie ou la relativité d'Einstein, et alors révolution initiée par ou des découvertes empiriques, expérimentales ou théoriques. Maintenant, je pense que vraiment c'est une révolution méthodologique. C'est une révolution méthodologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des grandes découvertes expérimentales encore, mais nous assistons aux participants à une révolution méthodologique qui nous permet d'approcher la complexité. La complexité. Alors, une fois, on pensait qu'on devait travailler sur le système simple, l'électron, l'atome,
le modèle simple, le bactériophage, l'hémoglobine. Il faisait toujours choisir un modèle simple puisque les méthodes expérimentales ou théoriques étaient limitées. Mais cette révolution méthodologique nous permet d'affronter les systèmes complexes. Et je pense que ce n'est pas par hasard que Prigogine est un promoteur, disons, de cette approche épistémologique, puisque la thermodynamique, après tout, c'est la science de la complexité. Tandis que dans la mécanique quantique, l'approximation devient mauvaise lorsque le système devient complexe, un atome, deux atomes, trois atomes, etc., un électron, des électrons. En thermodynamique, ce n'est pas la même situation. Oui, alors je voulais simplement souligner ce conseil qu'Yves Prigogine avait touché. Et je voudrais peut-être ajouter à ce que vient de dire mon ami Alfonso ceci, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu une découverte comparable à la relativité ou à la mécanique quantique, en ce sens qu'il n'y a pas eu une nouvelle conceptualisation qui changeait la conceptualisation précédente. Mais il y a eu une prise de conscience de ce que des systèmes complexes peuvent avoir des propriétés incroyables que personne ne pouvait soupçonner et qui nous donnent de la matière une vision différente. Je considère qu'une des découvertes les plus importantes de ce siècle est une découverte relativement modeste. C'est l'horloge chimique. Tout le monde a entendu parler d'horloge chimique. Ce sont des systèmes qui ont des réactions chimiques qui sont oscillantes dans le temps. Il n'y a au fond rien de neuf à ça. Nous sommes des horloges chimiques. Nous avons un rythme cardiaque, nous avons des rythmes dans le cerveau, nous avons toute une série de propriétés rythmiques. Tout le monde sait ça depuis très longtemps. Mais on pensait que c'était une propriété de la vie. Et ce qui est neuf, c'est que nous pouvons réaliser maintenant au laboratoire très facilement des réactions chimiques où la matière devient bleue, puis rouge, puis bleue, puis rouge. Ça se trouve dans tous les journaux de vulgarisation. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'horloge chimique? C'est que les molécules peuvent communiquer sur des très grandes distances. C'est qu'ils peuvent acquérir une cohérence. Toutes les molécules deviennent rouges en même temps, puis bleues en même temps. Or, cela, ça change notre vision de ce que c'est qu'une réaction chimique. La réaction chimique, c'était toujours l'idée du chaos, de molécules qui se rencontrent au hasard. C'était déjà l'idée de Lucrèce, l'idée du monde atomique désordonné. Eh bien ici, nous voyons pour la première fois un monde atomique ou moléculaire ordonné, un monde cohérent. Et nous voyons que le monde atomique et le monde cohérent peuvent coexister. Alors, je pourrais m'étendre longuement là-dessus.
Alfonso Licori, parce que cela montre que ce n'est pas nécessairement la matière est au fond désordre. Vous voyez ici que le flux d'énergie qui maintient l'horloge chimique peut organiser la matière, peut lui donner des propriétés nouvelles. Alors ceci est un cas très simple, mais je pourrais vous citer de très nombreux autres cas, et c'est typique de ce que disait Alfonso Licori, parce que cela montre que ce n'est pas une découverte particulière, mais c'est un changement d'idée sur le comportement complexe de la matière. Et évidemment, c'est à l'intérieur de ce groupe-là d'idées qu'il faut comprendre l'apparition de la vie, le développement de la vie et la transition, je dirais, entre la chimie et la biologie. Peut-être cela illustre ce que M. Licori a dit. Oui, mais je pense que non è necessario tradurre il francese. No? Je peux poser une question sur un peu Vieni avanti, vieni. Sì, forse si dice anche il suo nome così il professore può notare, così anche per gli altri che interverranno. C'est donné beaucoup d'importance, n'est-ce pas, de parler avec un microphone. Mon nom est Giuseppe Trotteur. C'était la question, une question qui m'est venue à l'esprit au sujet de votre premier exposé. C'est sur les données initiales, n'est-ce pas? Alors, j'ai puisé dans certaines de mes connaissances, n'est-ce pas? C'est une idée assez répandue, d'ailleurs, même dans les textes de Poincaré très connus, même chez les philosophes, n'est-ce pas, que les conditions, les données initiales sont très importantes pour le développement d'un système, disons complexe, si vous voulez. Récemment, disons dans les dernières 20 années, vous avez cité un certain nombre de phénomènes très importants qui sont produits en mathématiques et en mathématiques appliquées. Vous avez notamment mentionné les accréteurs étranges, et c'est justement à ce sujet-là que vous avez employé une phrase qui m'échappe maintenant, mais qui, dans mon fort intérieur, m'a beaucoup frappé. Et vous avez dit quelque chose qui, plus ou moins, était cela, que les données initiales, finalement, n'existent pas dans un certain sens, qu'elles sont une sorte d'idéalisation. Peut-être je me trompe, mais disons que mon idée, c'est que jusqu'à un certain moment, on voyait comme très important le système différentiel, et les données initiales, c'était un pur hasard, pour ainsi dire. Un hasard dans le sens ce n'était pas important. C'était une donnée, mais la vraie ontologie avait à voir avec le système différentiel. Alors que maintenant, n'est-ce pas, même enfin, partout, n'est-ce pas, maintenant, il y a, c'est même du social, n'est-ce pas, mais maintenant, vous poussez un peu plus, disons, il y a une équivalence entre les deux choses, et c'est très, très connu ça. Maintenant, vous poussez encore un peu plus loin, vous dites que finalement, les données initiales, ça, dans un certain sens, c'est une idéalisation. Est-ce que vous pouvez vous épancher un peu là-dessus? Je vous remercie beaucoup. Oui. Mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de préciser, parce qu'évidemment, je ne peux pas entrer dans trop de détails, parce que ça demanderait un exposé. Mais je voudrais dire ceci, c'est que la science classique, comme d'ailleurs la mécanique quantique habituelle, fait une distinction absolue entre conditions initiales et équations différentielles. La condition initiale est arbitraire. L'évolution est au contraire le contenu soit de la mécanique classique, soit de la mécanique quantique. En mécanique classique, vous vous donnez une position et une vitesse. En mécanique quantique, vous vous donnez une fonction d'onde. Mais une fois qu'on s'est donné cela,
la mécanique quantique permet d'étudier l'évolution de la fonction d'onde, la mécanique classique permet d'étudier l'évolution de la trajectoire. Or, cela donc crée au fond une subdivision extrêmement nette, très belle d'ailleurs, si elle était possible, entre, comme vous l'avez dit, conditions initiales arbitraires, non soumises au fond aux lois de la physique, et évolution qui exprime les lois de la physique. On pourrait presque dire que les lois de la physique permettent d'aller simplement d'une condition à une autre condition initiale. Or, aujourd'hui, on voit que la situation est plus compliquée. Et cela pour deux raisons que je voudrais distinguer. La première raison, c'est que pour pouvoir parler d'une trajectoire bien déterminée, il faut que si vous preniez deux points voisins, les trajectoires soient semblables, ou plus ou moins semblables. Or, on a donc découvert une série de situations où deux conditions initiales, aussi voisines que l'on veut, s'écartent très rapidement, par exemple exponentiellement. Alors, évidemment, la notion de condition initiale n'est plus expérimentale parce que nous ne pouvons jamais trouver un point, nous pouvons toujours seulement trouver une région. Et cela conduit à un aspect qui est l'aspect instabilité, aspect, si vous voulez, apparition donc d'un ensemble un aspect stochastique ou statistique. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, ce n'est que le début. Parce que vous pourriez dire ce n'est rien. Au lieu d'avoir comme condition initiale une position, une vitesse, je pourrais considérer une distribution initiale, une fonction initiale, et voir comment cette fonction évolue. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que même cela n'est d'habitude pas possible. Parce que, au fond, quand je considère un système complexe, les seules conditions initiales permises sont celles qui sont le résultat de son évolution antérieure. De sorte qu'au fond, la condition initiale est elle-même le résultat de la dynamique du système précédent, à l'instant précédent. Si vous voulez, je pourrais dire ceci. Si je prends ce crayon, effectivement, la condition initiale est arbitraire. Mais si je prends un grand nombre de particules, ou si je prends un système social pour faire l'explication plus claire, je ne peux pas me donner arbitrairement la condition initiale. Le système va être dans un état qui résulte lui-même de son évolution antérieure. Et c'est comme cela que, dans des travaux que je n'ai pas encore publiés en partie, j'ai pu montrer que c'est dans ce choix de conditions initiales qu'apparaît finalement la flèche du temps. C'est parce que la condition initiale est elle-même une condition, ou plutôt le groupe des conditions initiales, est à symétrie rompue et contient déjà en quelque manière l'évolution antérieure du système. Pour un pays comme l'Italie, qui a une longue histoire, je crois que c'est presque évident. C'est que chaque état de l'histoire italienne est déjà le résultat d'une histoire antérieure. Au fond, le temps propage le temps. Le temps propage le temps. L'irréversibilité propage l'irréversibilité. La vie est la conséquence de l'irréversibilité, mais l'irréversibilité, en quelque manière, précède la vie. Et, en quelque manière, déjà, de même que de la vie naît la vie, de l'irréversibilité naît l'irréversibilité. C'est un peu vague dans une conférence que je donnerai, donc ici, j'espère. Peut-être que je devrais d'ailleurs couper ma visite à Naples en 2 conférences, parce que je devrais faire une conférence générale et une conférence mathématique, parce que beaucoup de choses ne prennent un sens que parce qu'on peut les formuler mathématiquement. Et au fond, sinon on peut toujours dire vous rêvez. C'est un beau rêve, mais c'est un rêve.
Mais je peux vous assurer que ce rêve est basé sur les mathématiques et sur beaucoup de développement. Mais je voudrais quand même de toute manière dire que tout ce que j'ai dit ici revient à dire que les notions d'événement, de conditions initiales et de loi d'évolution sont beaucoup plus mélangées aujourd'hui, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, qu'elles ne l'étaient dans les sciences classiques. Et je crois que c'est tout à fait naturel, parce qu'au fond, disons, c'est même une des questions qui se pose à l'échelle cosmologique. Quel lien y a-t-il entre les conditions initiales de l'univers et son évolution? Beaucoup de gens se préoccupent de ces questions. Là, c'est un domaine que je n'ai pas travaillé personnellement. Mais je sais que beaucoup de gens se préoccupent beaucoup de ces questions. Parce que des changements dans des conditions initiales vont se répercuter pendant toute l'évolution de l'univers. Mais quelles sont aussi les conditions initiales possibles? Est-ce que toute condition initiale de l'univers était possible? Ce sont des questions qu'on commence seulement à se poser aujourd'hui, et j'espère que la réponse sera que les conditions initiales ne sont pas toujours possibles, et qu'au fond, la connaissance de la physique est aussi la restriction sur les conditions initiales possibles. Comme la connaissance de l'histoire est aussi une restriction sur les conditions dans lesquelles une évolution humaine peut se produire. Très bien. Altri interventi? Anche in italiano, perché vedo che qui c'è un soccorso anche di brillanti mediazioni linguistiche. Sì, anche l'italiano. Non c'è da avere, se si hanno da porre dei problemi, francamente, prego, se si vuole avvicinare, si avvicina. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez une explication des faits historiques qui regardent ce que vous disiez? C'est-à-dire le grand retard qui est passé avant que l'Académie des scientifiques a accepté l'œuvre de Sadi Carnot, c'est-à-dire l'œuvre initiale de la thermodynamique, et quand même le grand retard avec lequel les scientifiques ont commencé à étudier le processus irréversible que vous avez commencé à étudier. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est passé un siècle sans approcher ces problèmes qui étaient tout à fait dans la mathématique, dans le range de la mathématique du temps. Donc, il y a un problème historique et je vous demande si vous avez une explication pour ça. Si vous voyez dans ce fait historique un conflit entre pas seulement des conceptions philosophiques de la science différentes, mais aussi un conflit entre des méthodologies de la science et peut-être de faire la science même. Mais votre question est évidemment extrêmement intéressante et demanderait aussi au moins un exposé d'1 heure. Mais disons ceci, c'est que dès la formulation du second principe, par Carnot, puis Clausius et les autres, il était bien clair que le second principe était quelque chose de radicalement différent des principes de la mécanique. Et dès là, il était très naturel, et dans l'esprit de la communauté scientifique, qui est un esprit naturellement conservateur, et heureusement conservateur, je dirais dans ce cas-là, puisqu'au fond, si on devait changer de théorie tous les jours, ça ne serait pas une attitude qui serait, je dirais, très efficace. Donc, on était dans l'esprit de la dynamique, dans lequel le temps, finalement, est simplement un paramètre, et cette idée que l'entropie, irréversibilité, décadence, apparaissait plutôt comme un mythe,
un peu comme un mythe, et en même temps comme une conception d'ingénieur qui explique que pour faire marcher une machine, il faut mettre du charbon, par exemple, et puis qu'un jour, il n'y a pas assez de charbon. Alors, le physicien disait, ça c'est bon pour les ingénieurs, ça c'est bon, n'est-ce pas, pour les sociologues, mais nous nous occupons de phénomènes plus fondamentaux dans lesquels, au fond, ceci n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il y avait une attitude, soit d'exagération du caractère prophétique du second principe, le second principe assimilé à une espèce de Götterdämmerung, à une espèce de décadence de l'univers, et d'un autre côté, considérer le second principe comme presque une chose un peu banale. Alors, il faut évidemment citer l'œuvre très importante de Boltzmann, qui, bien entendu, a consacré au fond sa vie à essayer de comprendre ce que c'est que l'irréversibilité. Mais je trouve que, à la fin de sa vie, curieusement, Boltzmann a abandonné l'optimisme de ses premiers travaux. Et je trouve quelqu'un qui a très bien reconnu cela, et je conseille la lecture à tout le monde de ces remarques, c'est Popper. Popper, dans The Unended Quest, je pense, dans sa autobiographie, consacre quelques très bonnes pages à Boltzmann. Au fond, à la fin de sa vie, Boltzmann dit « Le temps, l'irréversibilité, c'est une convention, une fois l'entropie augmente, une fois l'entropie diminue, ça n'est pas très important. » Alors qu'au début, il croyait qu'il avait expliqué la flèche du temps. Donc, vous voyez, il a au fond dû reculer devant la réversibilité de la mécanique. Alors, pourquoi est-ce que notre situation est différente? Eh bien, je pense pour trois raisons, qui ne sont pas des raisons théoriques tellement, que des découvertes qu'on a faites. Bien entendu, on aurait pu faire certaines de ces découvertes avant, mais l'histoire des sciences est une combinaison curieuse d'histoire interne et d'histoire externe. Quelquefois, on ne regarde pas autour de soi parce qu'on est trop pris par une certaine idéologie. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, on est obligé de penser autrement? Parce que, premièrement, il y a l'histoire de la matière. Il n'y a pas de doute que nous ne pouvons comprendre la matière que dans un point de vue historique, que les particules élémentaires se sont formées, que les atomes, les molécules, bien entendu, se sont formés, que le monde, l'univers s'est formé. Vous savez bien, le fameux rayonnement du corps noir résiduel, etc., montre qu'il faut penser à une conception temporelle. Alors, bien entendu, dans cette perspective, on ne peut plus dire, et le temps, c'est une illusion, le futur, c'est la même chose que le passé. Mais plus encore, dans le domaine de la chimie, de l'hydrodynamique, on a trouvé toutes ces structures, ces structures de non-équilibre. On a vu que l'entropie, ce n'est pas seulement le désordre, c'est aussi la création d'ordre. C'est-à-dire que l'entropie, qui était purement négative, qui était purement une destruction, n'est pas du tout ce qu'on pensait. L'entropie est aussi une création. Bien entendu, beaucoup de choses sont devenues plus compliquées aujourd'hui, parce qu'au fond, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est une bonne théorie de la gravitation avec l'entropie. Ça, c'est encore un aspect qui n'est pas encore très clair et sur lequel on n'a que des débuts. Mais ce qui me semble certain, c'est que l'idée d'une entropie décadence, d'une entropie destruction, n'est plus du tout certaine. Donc, pour revenir plus brièvement à votre question, je dirais qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une conception du second principe qui nous devient d'abord plus subtile,
elle n'est plus simplement décadence, et plus nécessaire, puisque nous voyons partout l'irréversibilité comme source d'ordre. Et devant les faits que l'on a découverts en physique moléculaire, en hydrodynamique, en chimie, en particules élémentaires, en gravitation, le second principe est devenu quelque chose de beaucoup plus important. Mais ne croyez pas que la résistance soit terminée. Je dois dire, j'étais récemment à un colloque où il y avait beaucoup de physiciens très connus, très connus, je ne vais pas citer leur nom, mais presque tous étaient d'avis que l'irréversibilité, c'est encore un concept anthropomorphique qui nous vient des ingénieurs et des économistes, et que la science fondamentale va un jour se débarrasser de cela. Il y a aussi des mathématiciens, un grand mathématicien comme René Thom, par exemple, qui a écrit récemment un article dans lequel il dit que toutes ces histoires de fluctuations, d'aléatoires, c'est du blabla. Un de ces jours, on va se débarrasser de tout ça. Mais le fait, c'est que nous allons, semble-t-il, de fait, vers une science de plus en plus aléatoire et vers une science de plus en plus orientée sur le temps. D'ailleurs, les deux éléments sont en réalité, vont ensemble. Un temps dans lequel demain est déjà réalisé aujourd'hui n'est pas vraiment un temps, c'est une identité qui se déroule. Donc, le temps ne devient vraiment, si j'ose m'exprimer ainsi, temps, que quand il est couplé à des théories de l'aléatoire. Et c'est cette combinaison temps, théorie aléatoire, qui semble pénétrer aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit la mécanique quantique, la relativité, la chimie ou l'hydrodynamique. Et c'est là que je vois vraiment les caractéristiques nouvelles de la science d'aujourd'hui. Mais si vous faites un vote, si vous demandez aux physiciens de voter qui est pour ceci, qui est pour ça, vous auriez un grand éventail d'opinions différentes. Et beaucoup de mes collègues, parmi les plus éminents, ne seront pas du même avis que moi. Et je ne sais pas qui a raison. J'ai commencé mon exposé en vous disant que je me considère comme un des témoins d'une évolution fort intéressante. Mais je l'interprète à ma manière, et tous les jours, il me semble que je vois des éléments qui me renforcent dans mon interprétation. Mais d'autres l'interprètent d'une autre manière. Si vous avez dit la guerre, il me semble que va poser une question très fondamentale. C'est-à-dire, l'aléatorité est introduite dans la réalité physique par l'interaction de la matière et l'espace avec le temps. Très bien. Alors, comment cette aléatorité s'étend au principe fondamental, ou peut-être dans ce champ-là il y a un déterminisme absolu. Je vais faire un exemple très simple pour ceux qui ne sont pas physicists. Si l'on pense au deuxième principe de la mécanique qui définit la masse inertiale, et à la loi de Newton qui définit la masse gravitationnelle, là sont des concepts tout à fait différents. Eh bien, il y a deux principes différents naturellement. Tous les efforts de démontrer une différence entre la masse inertiale et la masse gravitationnelle sont disparus. Là, il y a un déterminisme absolu ou non? Non, ce n'est pas dire qu'il y a des aspects de la science qui conduisent à l'aléatoire et au stochastique ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres énoncés qui restent exacts. Et c'est tout à fait, ce serait une erreur de penser cela. Rien dans ce que j'ai dit n'attaque l'égalité entre masse inertielle et masse gravifique. Mais ou alors, mais votre question est très bonne.
vous demandez alors comment intervient l'aléatoire. Eh bien, l'aléatoire vient s'ajouter comme une plante ou comme un édifice qui, d'une certaine manière, enveloppe l'édifice précédent, peut-être une plante parasite. Prenons la gravitation. Dans la gravitation, le mouvement est considéré fondamental, est une géodésique. Mais encore faut-il que l'on puisse caractériser individuellement les géodésiques. Or, dès que la géométrie est suffisamment complexe, on ne peut parler que d'un flot de géodésiques. Et au moment où il y a un flot de géodésiques, je ne vais pas entrer dans même l'énoncé des conditions, parce que je ne vais pas ennuyer les présents avec des considérations mathématiques, mais dès que, au fond, le flot de géodésiques est suffisamment complexe, on ne peut plus se donner n'importe quelle géodésique. On ne sait plus se donner même n'importe quelle distribution de géodésique. Et c'est comme ça que même en relativité générale apparaissent des éléments stochastiques. Donc, ce n'est jamais par destruction de ce qui est acquis, mais par modification et amplification de ce qui a été acquis précédemment. Par exemple, et c'est la même chose en mécanique classique, je voulais être un peu plus bref, en mécanique ondulatoire, en mécanique relativiste. Chaque fois, c'est une limitation des concepts. Dans des cas particuliers, les concepts habituels restent absolument exacts. Mais dès que le système devient un peu plus complexe, alors de nouveaux éléments apparaissent qui n'avaient pas été soupçonnés jusqu'à maintenant. Peut-être je voudrais encore faire une remarque. Quelqu'un a demandé pourquoi l'étude de réversibilité n'avait pas intéressé les scientifiques avant, et vous avez très bien expliqué. Mais je pense que le grand défi au second principe a été posé par la biologie, par les systèmes biologiques. Et je pense que tu as été un des premiers à insister sur le fait qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'ordre temporel qui on observe par exemple pendant la différenciation et la tendance à l'entropie à augmenter. Alors, il faut expliquer à ceux qui ne sont pas des scientifiques que le grand équivoque de la formulation de second principe par Clausius était qu'il avait parlé des systèmes isolés. L'entropie augmente toujours dans un système isolé. Non. Alors, les systèmes biologiques ne sont pas des systèmes isolés. Les systèmes loin de l'équilibre où on observe auto-organisation sont des systèmes qui échangent énergie, matière. Alors, vraiment, l'extrapolation de Clausius de dire alors l'entropie de l'univers doit augmenter, c'est métaphysique, selon moi, c'est métaphysique, puisque comme on peut dire que l'univers est un système isolé, non, il faut faire un choix idéologique ou métaphysique. Alors, la seconde question est que qui s'intéresse de ce qui arrive dans un thermos, non, dans un système isolé. Alors, tous les phénomènes d'organisation importants, etc., sur l'échelle biologique, géophysique, astrophysique, sont le résultat d'interactions. Alors, je pense que ça pourrait être utile d'ajouter ces considérations. Je pense que c'est une question fort importante. Au fond, c'est un fait que les systèmes biologiques sont hautement structurés. En partie, c'est un fait historique, parce que les cellules reçoivent un message génétique. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que cela. Par exemple, le système nerveux est en partie organisé par les impressions qu'il reçoit du monde extérieur. Donc, je crois que expliquer simplement
les choses pour l'appareil génétique, l'hérédité, de toute manière, n'est pas une bonne explication, parce qu'il faudrait expliquer un jour aussi l'hérédité. Non, mais la différenciation, alors, c'est plus facile à expliquer conceptuellement. Mais, en somme, pour expliquer l'ordre biologique, les physiciens avaient imaginé, du temps où je faisais mes études, une idée que Schrödinger et d'autres avaient émis, c'est que, au fond, c'est une cohérence un peu comme dans les basses températures. C'est-à-dire que dans basse température, il y a aussi des systèmes très réguliers, très cohérents, très simples. On appelle superfluidité, superconductivité. Mais il me semblait dès ce moment que cette explication était bizarre parce que, au fond, comme l'a souligné M. Licori, un système biologique est très embedded dans le monde extérieur. Donc, je me suis toujours intéressé aux structures dues à l'interaction. Et au fond, ce qui m'a conduit à chercher comment un système réagit à des interactions de plus en plus importantes avec le monde extérieur, à des flux de plus en plus grands, à une situation de plus en plus loin de l'équilibre. Et c'est là, au fond, qu'est venue, du point de vue théorique, la surprise, c'est de montrer que loin de l'équilibre, les systèmes peuvent entrer dans de nouveaux états cohérents. Comme par exemple l'horloge chimique dont je parlais tantôt ne peut exister que loin de l'équilibre. Et aujourd'hui, il y a 3 idées qui sont très répandues, sur lesquelles il y a des milliers de travaux. C'est la distance de l'équilibre, loin de l'équilibre, far from equilibrium, la non-linéarité, parce que quand on est loin de l'équilibre, on ne peut plus linéariser, il faut étudier les phénomènes non linéaires, et il y a un véritable renouveau des mathématiques non linéaires, et le problème de la stabilité, parce que loin de l'équilibre, les systèmes peuvent s'organiser d'une manière nouvelle, les anciens états ne sont plus stables. Far from equilibrium, donc loin de l'équilibre, non-linéarité, stabilité, ce sont vraiment les mots-clés, les leitmotifs de toute cette physique et de cette chimie nouvelle qui est en train de se faire. Mais ce que personne n'a pu imaginer, c'est la variété des phénomènes mathématiques et chimiques et physiques qui ont lieu dans cette région. Tous les jours, il y a presque des nouvelles découvertes dans ces domaines, soit du point de vue mathématique, soit du point de vue chimique ou du point de vue physique. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la matière nous apparaît là très différente de ce que nous avons connu. Je dirais presque une matière plus autonome, plus créative qu'on avait pensé. Un de mes amis est un hydrodynamicien français, Berger, très connu. Eh bien, il fait des expériences d'hydrodynamique, donc de peinards, qui sont très simples. On chauffe un liquide par en dessous et on voit des tourbillons. Mais la variété de ces tourbillons est telle, il me dit, il veut étudier telle forme de tourbillon, il a bien établi son système, il va le mesurer, la dimension, la forme, il revient dans son laboratoire. 3 heures plus tard, c'est un autre tourbillon qu'il voit dans le système. L'ancien a disparu. Donc, il y a une fragilité dans la stabilité et une autonomie de la matière auquel on ne pensait pas. Vous voyez, l'ancienne idée de l'homme, c'était une idée de domination de la nature. L'homme pouvait décrire la nature de l'extérieur, l'homme était intelligent dans une nature stupide. Eh bien, au fond, maintenant, je dirais que la situation s'est retournée. Nous voyons, pas encore que nous sommes les plus stupides dans une nature intelligente, pas encore, mais nous voyons que la nature est beaucoup plus complexe, beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins soumise à notre volonté, beaucoup moins passive qu'on ne le pensait. Et c'est déjà vrai dans la nature
telle qu'elle nous entoure, même sans parler encore de phénomènes vivants. Et alors la cinétique de la nature, la cinétique coopérative, l'étude des échelles de temps devient quelque chose d'absolument neuf qui est encore en train de se faire. Mais je pourrais vous parler pendant des heures, bien entendu, de ces propriétés nouvelles qu'on est en train de mettre en évidence dans les laboratoires un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Mais c'est une nouvelle physique, c'est une nouvelle chimie, et dans cette nouvelle physique et de cette nouvelle chimie, ça sera aussi une nouvelle vision de la biologie. Et de toute manière, la complexité de la matière, dès maintenant, est déjà telle que ce que j'avais dit brièvement dans mon exposé général devient possible, c'est-à-dire un transfert de connaissances. J'étais, peut-être pourrais-je dire ça pour terminer, j'étais récemment à un colloque aux États-Unis, à Stanford, qui était organisé par le département des sciences philosophiques et des sciences humaines. Et un journaliste m'a demandé, il m'a dit ceci: je suis étonné de vous voir, je comprends bien que les gens qui font les sciences humaines aient besoin de physique et de chimie, mais qu'est-ce que vous avez besoin des sciences humaines? Et ma réponse, après réflexion, j'étais un peu surpris, était celle-ci. C'est qu'au fond, quand je vois la complexité de la matière et les lois d'évolution de cette complexité, et quand je compare à ce que je vois dans les systèmes sociaux, il me semble que finalement, les mécanismes non linéaires et les types de transformation dans leur caractère mathématique ne sont pas si différents. Mais la différence est une question d'échelle de temps. Au fond, pour pouvoir voir les transformations astronomiques, il faudrait que je vive des millions d'années. Pour pouvoir voir les transformations biologiques du type darwinien, il faudrait que je vive des millions d'années. Tandis que l'homme, la société, est en train de se transformer devant moi. Et dès lors, dans une certaine mesure, personne qui est intéressé au changement ne peut se désintéresser des évolutions sociales et humaines qui se passent devant lui. Et c'est, je pense, dès lors, une vision plus unifiée vers laquelle nous allons aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve passionnant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Alors, avec cette très belle conclusion, je me permets de remercier encore Ilya Prigogine et tous ceux qui ont participé à la discussion. Ci rivediamo qui di nuovo alla fine di C'est ça. Et nous nous donnons rendez-vous fin octobre. C'est ça.